Nous allons aborder tout ceci à travers donc les inégalités d'accès et de contrôle de la ressource foncière et les conflits et les résistances des mouvements sociaux, des habitants, des acteurs locaux par rapport donc à cet accès et à ce contrôle de la ressource foncière. Nous aurons 2 interventions et dans un second temps, on réfléchira davantage à l'exploitation de ressources minières avec des méthodes industrielles. Et là aussi, on réfléchira aux relations entre entreprises et les populations locales. Et nous terminerons cette session, ce panel, avec une intervention sur la production d'énergie et l'accès à la ressource énergétique de la part des populations locales. Donc je ne m'attarde pas davantage et je donne tout de suite la parole à Monsieur Del Castillo, qui est donc directeur exécutif du Centre d'études sociales au Pérou. Et ensuite, nous écouterons Sergio Leite du CPDA de l'Université fédérale rurale de Rio de Janeiro. Vous avez 15 minutes chacun, pas plus. Il y aura une session de questions et nous poursuivrons avec les 2 dernières interventions de ce panel. À vous, Monsieur Del Castillo. Muy buenos días. Tal como ayer, pido perdón, no intento hablar ni siquiera en francés, así que voy a hablar en español. A diferencia de las presentaciones de ayer donde se hablaba de la importancia de la agricultura familiar y especialmente el papel de esta en el desarrollo del país, lo que voy a presentar y quiero compartir con ustedes brevemente es la experiencia de mi país y justamente viendo los problemas que tenemos, he titulado esta presentación como los límites de un modelo de desarrollo o de un estilo de desarrollo, como se decía ayer. Algunas notas breves para ubicar el país. El Perú es el tercer país en extensión en Sudamérica. Tenemos 1.285.000 kilómetros cuadrados, que equivalen a 128 millones de hectáreas en el país. Sin embargo, las áreas agrícolas, agropecuarias son bastante reducidas. La mayor parte del país, como pueden ustedes ver allí, esa región verde hacia el este corresponde a la Amazonía, la región central son los Andes, y frente al Océano Pacífico tenemos la estrecha faja costera, que es donde se ubican las mejores tierras del país, aunque en realidad pequeños valles en esa región. Nuestra superficie agropecuaria, de acuerdo al último censo, corresponde a cerca de 39 millones de hectáreas. Sin embargo, tierras bajo riego solamente constituyen cerca de 2 millones de hectáreas. El resto es agricultura de secano. El censo nos indica un crecimiento importante del número de unidades agropecuarias, más de 2 millones de productores agrarios, la mayor parte de los cuales son hombres, solo un 31% son mujeres, que además tienen extensiones menores y de menor calidad. Una nota característica, voy a ahondar en esto en unos instantes, es que el 87% de las unidades agropecuarias se encuentra en predios de menos de 10 hectáreas. 10 hectáreas bajo riego, pero también de secano, porque el censo no distingue. En términos de antecedentes, nuestra historia republicana con antecedentes coloniales es similar a todos los países de la región, una economía dominada por latifundios, haciendas modernas, pero muchos latifundios conducidos en condiciones precapitalistas, una extensión grande de comunidades de indígenas y una presencia importante de minifundio. Esa agricultura latifundista o latifundiaria entra en crisis hacia mediados del siglo pasado. Tenemos intentos de reforma desde inicios de la década de los 60, sin embargo, la más importante reforma fue hecha durante un gobierno militar que aplicó una reforma agraria sumamente radical,
Sin embargo, a los pocos años se dio inicio a un proceso de contrarreforma que tiene su punto más alto en la década de 1990, durante el gobierno del presidente Fujimori, que da pie a una liberalización extrema de la propiedad agraria en el país y la eliminación de toda mención incluso a la reforma agraria en una constitución aprobada el año 93. Y eso es lo que da pie a lo que algunos expertos llaman el milagro peruano, ese desarrollo agrícola que se caracteriza por el crecimiento de las agroexportaciones. Las cifras del crecimiento actualizadas nos indican que el Perú está cada año superando la cantidad de exportaciones. Se estima que el año pasado se llegó a exportar más de 7.000 millones de dólares, lo que constituye realmente una cantidad sumamente grande. Pero la pregunta sería, ¿a qué costo? Y aquí, para entender un poco la estructura de propiedad, lo que ustedes ven hacia la derecha, esas barras horizontales verdes, corresponden a los resultados del censo, del último censo agropecuario, que fue el año 2012. Las barras de la izquierda, grises, corresponden a los resultados del censo anterior del año 94. Y lo que se aprecia con toda claridad es la presencia indiscutible de la pequeña propiedad y el minifundio, ¿no? Que representa en realidad más del 80% en términos de unidades de hasta 5 hectáreas. Y luego, como ven ustedes, la distribución de las unidades agropecuarias con extensiones mayores hasta las, como se registra en el gráfico, de 100 hectáreas a más, es bastante reducida. Las barras verticales que ven ustedes en la distribución geográfica de esas unidades agropecuarias, como pueden ver al centro, la región andina es la que presenta la mayor cantidad de unidades agropecuarias, básicamente de secano, como les dije, y fundamentalmente de pequeña propiedad y minifundio. Lo mostrado aquí no da cuenta de grandes unidades bastante particulares, que son las comunidades de indígenas, que legalmente en el país desde la época de reforma agraria distinguimos entre comunidades campesinas ubicadas en la región costeña y en la región de los Andes, la región serrana, y por otro lado las comunidades nativas, que ahora se las llama impropiamente solamente a ellas, comunidades indígenas, que están ubicadas en la Amazonía. Ellas, de acuerdo a las cifras del censo, controlan más del 65% del total de la superficie censada, y entonces corresponden a una cantidad importante. Pero vayamos un paso más para ver en realidad cómo está distribuida la tierra en el país. Y lo que vemos, y aquí simplemente les muestro la condición jurídica en la que se encuentran las tierras del país, lo que vemos es que la inmensa mayoría, la casi totalidad de las unidades agropecuarias en el Perú están conducidas por familias, personas naturales. Las principales formas de empresa que estuvieron prohibidas durante la época de reforma agraria, pero que ahora tienen una presencia creciente, no llegan a sumar ni el 0,1%. Y como ven ustedes, las comunidades campesinas representan igualmente un porcentaje menor, 0,28%, las comunidades nativas, que como dije están en la región amazónica, el 0,06%. Esas cifras aparentemente pequeñas, 6.277 comunidades campesinas y 1.322 comunidades nativas, como digo, controlan una extensión bastante grande de tierras, y vamos a ver cómo nuestro Estado las viene tratando. ¿Cuál ha sido la política en estos años? Durante un buen tiempo discutíamos en el país y muchos afirmábamos que no existía una política agraria, justamente frente a una realidad en la que no se atendía a esa inmensa mayoría de productores agrarios. Entonces se decía, no hay política agraria. Una mirada más acuciosa, sin embargo, nos muestra que desde por lo menos inicios de la década de los 90 sí tenemos una política agraria, pero que esta política agraria se ha dirigido
y se sigue dirigiendo al apoyo a lo que llaman los economistas las grandes inversiones, y así está dicho, incluso en nuestra legislación de los últimos años. ¿Cómo se llegó a eso? Entre otras cosas, eliminando los límites legales a la extensión de la tierra. Recuerden ustedes que el nuestro es un país bastante amplio, pero con superficie agropecuaria bastante reducida. Pues bien, en el año 95 se eliminó todo límite. No hay límite entonces para adquirir tierras si es que hubieran estas disponibles. Y de la misma manera no hay límites para dividir la tierra, lo cual en realidad lo único que hace es formalizar condiciones para que el minifundio aumente, como efectivamente nos mostraban los datos del censo de 2012. Un segundo elemento ha sido la aprobación al año siguiente, 1996, de una llamada Ley de Promoción Agraria, que en realidad es una ley que promueve fundamentalmente el desarrollo de grandes empresas, de grandes capitales, a través de distintos mecanismos. Los principales son la reducción de impuestos. La tasa del principal impuesto, que es el impuesto a la renta, se ha reducido por cerca de 25 años a estas empresas. Ellas pagan la mitad del impuesto a la renta que le correspondería. Asimismo, con un régimen laboral para sus trabajadores bastante disminuidos, con adicionalmente la promoción del Estado para la apertura de mercados en Europa, Norteamérica, Asia y otros países, entre otros mecanismos. Adicionalmente, a través de una legislación que promueve la producción de biocombustibles o agrocombustibles. Y por último, aunque el Estado señala no tener fondos para hacerlo, financiando grandes proyectos de irrigación, sobre todo en la costa, que como les dije es donde se ubican las mejores tierras del país, que además tienen acceso a los grandes mercados de las ciudades asentadas en la costa, pero también a puertos y aeropuertos. Estos son lo que en CEPES identificamos como los caminos que han conducido a la concentración de tierra en estos años. El principal mecanismo, como les dije, ha sido la ampliación de la frontera agrícola a través de esos mecanismos, sobre todo las irrigaciones, pero también ha habido la compra de tierras por parte de empresas que paulatinamente iban comprando tierras, y hay que decirlo también, en algunas zonas comprando tierras para acceder a pozos y al agua del subsuelo, aplicando una legislación que lo permite. Luego, otro mecanismo importantísimo ha sido la transferencia de las cooperativas azucareras que fueron creadas en la época de reforma agraria, que el Estado vendió la deuda que tenían y fueron adquiridas por corporaciones nacionales y extranjeras. Igualmente la producción de biocombustibles lo ven en la costa norte, en la zona de Lambayeque, Piura, pero también en la región selvática, en el departamento de San Martín. Y asimismo hay que tomar en cuenta, se va a hablar en este panel de la importancia de concesiones para minería, para hidrocarburos, para la explotación de madera, pero también para el turismo y otros mecanismos. Voy corriendo. Esto a manera de ejemplo para ver de qué estamos hablando cuando mencionamos concentración de tierras en el Perú. La barra azul que ven ustedes ahí a la izquierda corresponde a la suma del total de tierras que tenían 16 haciendas antes de la reforma agraria, ¿no? Estos latifundistas evidentemente palidecerían de envidia si es que vieran lo que la legislación permitió. Por ejemplo, la primera barra roja indica la extensión de tierras que adquirió en un solo acto una empresa, en este caso el Grupo Maple, en la costa norte para dedicarlo a biocombustibles. Los siguientes grupos nos muestran el peso que en 2012 tenían estos grupos, y destaca, como ven ustedes, el Grupo Gloria, que es considerada actualmente una translatina, tiene presencia en distintos países de la región, y que a 2012 controlaba cerca de 80.000 hectáreas. Actualmente Gloria controla más de 100.000 hectáreas en el país. Por otro lado, les decía, las comunidades campesinas tienen una presencia importante, y voy a mencionar solamente algunos datos aquí.
Estos son información oficial. Lamentablemente en el Perú, para que vean ustedes la poca importancia que se les asigna, el Estado no sabe ni siquiera cuántas comunidades campesinas y cuántas comunidades nativas existen en el país, mucho menos cuánta tierra tienen. Una entidad que se encargó de la formalización de sus tierras nos presentó esta información y entonces nos dijo que en el Perú a 2010 habían 6.069 comunidades campesinas, de las que estaban tituladas la inmensa mayoría, 5.110. Las comunidades nativas eran cerca de 1.500 y estaban tituladas cerca de 1.271. Quédense con las cifras del centro, por favor, porque vamos a trabajar a continuación con esas comunidades campesinas y nativas tituladas. Y esta misma entidad nos decía que esas comunidades campesinas tituladas, que eran 5.110, es decir, no todas, sin embargo, tenían sus títulos georreferenciados, delimitados con coordenadas UTM, solamente el 38,5%. La situación de las comunidades nativas en la Amazonía era mucho peor, solamente el 6,7%. Sumen ustedes las comunidades que no tienen título y entonces van a ver una situación de indefensión frente justamente a las grandes inversiones. Y voy terminando con esta última transparencia, Martín, para evitar tensiones. ¿Dónde están las organizaciones? Pues precisamente en la gran cantidad de conflictos que reporta mes a mes la Defensoría del Pueblo en lo que llama conflictos socioambientales, que son fundamentalmente conflictos entre las comunidades campesinas y las empresas mineras, entre las comunidades nativas en la Amazonía y empresas petroleras o empresas que tienen concesiones para el aprovechamiento del gas, de la madera y otros recursos. ¿Qué reclaman estas organizaciones? Sobre todo el saneamiento legal de sus tierras, justamente para poder enfrentar, negociar en algunos casos, pero también defenderse de las pretensiones del Estado y de las empresas sobre sus tierras. Pero además, dicen, no solamente queremos tierras, queremos que se reconozca nuestro derecho sobre los recursos que están ahí presentes, por lo tanto nos dicen que ellos están luchando por la defensa de sus territorios. No hay atención a las tierras, a los temas de concentración de tierras. Efectivamente, en las plataformas que ellos tienen no vamos a encontrar un reclamo por la concentración de tierras. Aparentemente esto se debería a que la mayor concentración se ha dado en zonas donde no hay presencia comunera, con excepciones, por supuesto, que son básicamente estas irrigaciones que se han hecho, sobre todo en la costa. Y como decía, durante décadas esta política ha favorecido a las empresas. Ahora estamos en un momento, no solamente en lo político, sino en lo social, en que el Estado, al parecer, el gobierno, en medio de una situación de crisis, parece estarse dando cuenta de la importancia de la agricultura y se han instalado unas mesas oficiales de trabajo que en 6 meses deben responder, en 60 días deben responder con propuestas para solucionar la amplia problemática agraria. Vamos a ver cuáles son los resultados. Es un proceso que se ha iniciado precisamente en estos días. Y con esto les agradezco su atención. Muchas gracias. Donc, c'est maintenant Sergio Leite qui va exposer sur le cas brésilien et en évoquant, me semble-t-il, un petit peu de manière plus générale l'Amérique latine. Bonjour à tous. Tout d'abord, je dois remercier l'invitation pour participer à ce colloque-là. Et je vais parler à propos des questions... Comment je change? Pardon. J'ai préparé mon exposé en 4 parties. La première, c'est la dynamique foncière des nouvelles connexions
La deuxième, c'est à partir de l'expansion de l'agrobusiness. Et la troisième partie, c'est à propos de landgraben en Amérique latine. Et pour conclure, quelques questions à propos des nouvelles résistances, de gouvernance, etc. Donc, je vais parler à partir de ce processus de concentration que Laureano avait dit maintenant à propos du cas du Pérou. Mais on peut voir dans ce cadre-là qu'il y a beaucoup de concentration foncière dans l'Amérique latine. Donc, l'indice de Gini, c'est très, très fort. Par exemple, au Brésil, 0,87, mais aussi la moyenne de l'Amérique latine, c'est complètement haute. Donc, on peut voir dans ce tableau-là que 1% des propriétaires ruraux à l'Amérique latine touchent plus de la moitié de l'extension territoriale, de la surface territoriale. C'est une concentration brutale des terres dans tous les pays, sauf Costa Rica, Uruguay, etc. Mais pour les grands pays comme le Brésil et des autres, même Mexique, on y a beaucoup de concentration là. Donc, ce thème de la concentration de terres, c'est très fort maintenant. Les derniers recensements agricoles au Brésil vont montrer, par exemple, dans ce tableau, que 1% des propriétaires ruraux au Brésil touchent 47% de la terre. De notre partie, les petits exporteurs, les petits producteurs et les producteurs familiales sont maintenant la moitié des exportations au Brésil. Ils touchent seulement 2% de l'extension de la surface territoriale. Donc, on parle ici fortement d'inégalités foncières. Donc, on peut penser que cette dynamique foncière maintenant, c'est une dynamique qu'on peut penser quelques thèmes. Par exemple, réforme agraire versus réconcentration de terres. On peut penser les processus de financiarisation et accaparement de terres dans l'agriculture. On peut penser aussi des changements démographiques et des nouveaux rapports rural-urbains. Bien sûr, les nouvelles configurations régionales et innovation territoriale. On peut penser des droits pour la terre et pour les peuples naïfs et les résistances from below et des nouveaux conflits. Donc, on va parler ici surtout sur ces processus de financiarisation de l'agriculture et accaparement des terres. C'est vrai que la FID, par exemple, vers les comités techniques fonciers de développement, a déjà parlé très bien sur ce thème-là au début des années 2010, à partir des rapports pour montrer aussi ces processus en Afrique surtout. Mais je vais parler à partir de l'Amérique latine, on peut rencontrer la corrélation entre la variation du prix des commodities et des terres, montrant ici le processus de financiarisation. On peut penser aussi la continuité de cette valorisation des terres, même après la chute du prix des commodities. Et on peut penser aussi au changement du style de financement de l'agriculture maintenant à partir des années 90, des années 2000, 2010. Ce n'est pas les mêmes des années 60, des années 70, par exemple. Donc, on va voir qu'il y a un changement du cadre juridique, comme a dit par exemple Laureano, affectant les marchés des terres en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Mexique, au Uruguay, etc. Nouvelles sortes aussi d'actifs financiers au niveau international et spécialisés en terres, forêts et commodities. Et l'augmentation de la participation des investissements directs étrangers sur les activités tirées vers les secteurs primaires, dont l'agriculture. Donc, dans ce moment-là, il faut dire quand même que l'expansion de l'agribusiness, surtout à partir des années 90, c'est fort, très fort dans les pays d'Amérique latine, surtout les CONI Sud. Les CONI Sud, il y a surtout la production du soja. On peut voir ici les tableaux des années 80, 90, 2000 et 2010. Il y a une concentration très forte de la production du soja au Brésil, en Argentine, Paraguay, Uruguay et aussi à Bolivie. Donc, on peut penser au Paraguay, par exemple. Des tableaux là des années 80, 90, 2000, 2010, 2015 montrent très bien l'occupation de la surface territoriale du Paraguay, par exemple, pour la production du soja. Bon, ça,
ça se pose des questions. Par exemple, au Brésil, on va changer, par exemple, les tableaux. Hein. On va changer l'atmosphère de la production en déplaçant des petits agriculteurs pour la production de commodities, surtout maintenant à la région que nous appelons là-bas, Cerrados, c'est une sorte de savane, hein, qui on peut penser à la région centre-ouest et nord-est du Brésil. Ce sont des années 2015, par exemple, qui montre bien cette dimension de la spatialisation de l'agrobusiness au Brésil, surtout à partir de la croissance de la production du soja dans les dernières années. Donc, ça va accompagner aussi de l'offre de crédit rural qui se monte très très forte dans les années 2000-2010, surtout au soja qui touche seulement cette production du soja 35% de tous les crédits que le gouvernement a offert dans ces années-là. Donc, on peut penser aussi de nouveaux instruments financiers pour l'agriculture à partir des années 90 et surtout dans les cas argentins, par exemple, la production de l'agriculture à partir des fideicomisos et de los pools de siembra qui ont, par exemple, changé les paysages de production agricole en Argentine, mais aussi au Brésil. Et au Brésil aussi, les nouveaux titres de l'agrobusiness. Donc, on peut parler que ce mouvement-là est touché surtout sur les processus d'accaparementaire et comme on appelle en anglais land grabbing, non? Et ça va changer les paysages à partir des investissements directs étrangers. On parle ici surtout des capitales du secteur rural et agro-industriel, du capital des secteurs synergiques et convergentes, capital non traditionnel, nouvelles entreprises immobilières rurales, des gouvernements riches en capital et pauvres en travail et ressources naturelles. On parle aussi des fonds d'investissement et des fonds de pension et des investissements basés en services environnementaux et des entreprises de pétrole et de l'exploitation minière. On peut voir ici dans ce tableau-là l'hausse des investissements directs étrangers, surtout aux pays en processus de développement. Hein. Et on peut penser, par exemple, dans le cas de Chine, par exemple, des investissements en infrastructures autour de l'Amérique latine, surtout à la dimension du transport. Hein. Et on peut voir que la production agro-minérales et des minières aussi sont la base d'exportation de ces pays-là pour la Chine. Hein. On peut voir le poids du soja dans les cas brésiliens, par exemple, dans ce tableau là-bas. Donc, on va voir que dans le niveau global, il y a à chaque fois plus un nombre très important de fonds d'investissement, de fonds de pension en appliquant sur l'achat des terres dans les pays, surtout dans dans la dimension sud du globe. Donc, on va voir ici, dans les données de l'Matrix, par exemple, que Brésil et Argentine sont à la tête des investissements, des achats de terres dans les continents sud-américains. Donc, on peut penser cette nouvelle dimension de connexion entre la production agricole et la dimension financière à partir des applications des fonds de pension. Ça veut dire, par exemple, des fonds de pension des professeurs des États-Unis, des TIAA-CREF, qui ont appliqué au Brésil les achats de terres avec les premiers fonds des milliards de dollars, le deuxième fonds de 3 milliards de dollars. Donc, pour produire du soja, du coton, des cannes à sucre, et aussi des choses qui n'est pas des cultures proprement dites de l'agriculture familiale. Donc, on peut penser que cette entreprise, c'est une sorte de faire de nouveaux processus d'achat vers les productions des entreprises nationales. Donc, il y a à la tête les processus de commande de ce type des entreprises internationales, mais en bas, on a aussi des entreprises nationales. Hein. Donc, c'est pour
contourner la loi du Brésil, par exemple, la loi de l'Argentine, la loi de l'Uruguay, qui, de cette manière, bloque ce processus d'acquisition. Donc, il faut penser de nouvelles connexions-là, surtout à partir des fonds de pension. Ça, c'est un Brookfield Fund du Canada, par exemple, qui maintenant vient d'acheter presque 500 000 hectares au Brésil. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une question en détail. Hein. Je veux dire aussi que cette dimension de l'indice du prix de la terre est fortement relationnée à la dimension de valorisation des commodities. Donc, ce processus force un processus de concentration de la terre. On va voir l'augmentation du prix en Argentine, surtout, par exemple, presque 70% dans la région de Santiago del Estero. Hein, et on va voir ici la valorisation du prix de la terre au Brésil, surtout de la région des nouvelles frontières agricoles, au nord du pays, au nord-est du pays, à la région qu'on appelle là-bas Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Hein. Et on peut voir aussi que ces mouvements-là, il y a produit beaucoup de conflits pour la terre. On peut voir dans sa carte la dimension donnée de 2015, la dimension des conflits de terre au Brésil maintenant, en termes de nombre d'occurrences. Et on peut voir maintenant ces conflits-là en termes de nombre de familles. Donc, ce mouvement d'appropriation de terres pour les capitales étrangers, pour les grands capitaux nationaux, pour des investissements de fonds de pension, des fonds d'investissement, impacte directement dans la dimension des droits de l'accès à la terre pour les familles, pour les peuples originels et aussi pour les Indiens, par exemple. Donc, on peut penser ce processus de démantèlement de la politique de terre maintenant au Brésil et aussi dans d'autres pays dans l'Amérique latine, sauf quelques situations, par exemple au Mexique maintenant. Mais on va voir dans les cas brésiliens, à partir du gouvernement Temer, qu'on a un processus de concentration et privatisation de la réforme agraire. Hein. Je voudrais remarquer surtout qu'à partir de janvier 2019, à partir du gouvernement Bolsonaro, on est dans une situation catastrophique. Il a supprimé le Conseil national de sécurité alimentaire, il a supprimé les organismes de gestion agraire, et maintenant sont tous au sein du ministère de l'Agriculture et de la production de l'élevage, ça veut dire justement les centres de la production de l'agrobusiness. Hein. Il y a transfert des politiques indigènes des communautés naïves du ministère de la Justice au ministère de l'Agriculture, et aussi des politiques de services forestiers pour faire la gestion des forêts au Brésil. Il a supprimé aussi le ministère du Travail, la fiscalisation du travail esclave. Il a congelé les programmes de réforme agraire d'une façon brutale. Et surtout, il a aussi fait un décret récent pour flexibiliser l'achat d'armes par les propriétaires ruraux au Brésil. Surtout, c'est un processus de violence. C'est des violences agraires avec la concentration, l'armement des propriétaires et la criminalisation des mouvements sociaux là-bas. Donc, pour conclure, Mathilde, 2 minutes en plus, je voudrais partager quelques questions. On peut penser maintenant, ces dynamiques de terre sont tout à fait associées au processus de financiarisation et spéculation avec les actifs agraires. Ça veut dire une nouvelle dimension de haute financiarisation. On ne peut parler plus de la terre à partir de la dimension matérielle, mais surtout la dimension financière. De nouveaux anciens acteurs au mouvement d'expansion spatiale et de l'agrobusiness et nouvelles formes de contrôle. Surtout les contrôles à l'extérieur. Nouveau lien entre des acteurs urbains et ruraux médiés par les fonds d'investissement et pensions. Nouvelle réaction. On peut penser
un prof licencié aux États-Unis financie maintenant l'expropriation du paysan au nord du Brésil. Hein. Ce sont des nouvelles connexions mauvaises quand même. On peut penser en quelle forme de réagir à tout cela. Donc, on peut penser aussi au nouveau contexte du capital financier à l'agriculture, nouvelle sorte des actifs et des acteurs étrangers. La participation des États nationaux en mélangeant des politiques de financement et d'aménagement foncier. Quelques États nationaux d'Amérique latine vont lancer des politiques de développement territorial, autres vont renforcer les processus de spatialisation par les commodities, on va financer les productions pour l'extérieur, etc. Donc, on peut penser les rôles de l'État. Pour moi, c'est très important et c'est très actuel. Hein. Donc, la valorisation du prix des terres, des stratégies des entreprises et les prix des commodities sont toujours quelque chose qui nous préoccupe, qui nous inquiète pour penser ce processus de démocratisation foncière. Bon, on peut penser à partir de ce point-là, les nouvelles gouvernances de terre, comment penser la responsabilité des impacts et des possessions en résultant des investissements en terre. Une critique aussi aux instruments menés par des organismes multilatéraux. Par exemple, les instruments menés par la Banque mondiale, des investissements responsables, par exemple, comment on va responsabiliser ça, hein? Donc, la permanence et l'accès aux fonciers par des paysans et des peuples originaires comme question des droits humains, surtout des droits paysans. L'Organisation des Nations Unies a approuvé le 17 décembre dernier les droits paysans, avec, par exemple, la distinction du Brésil, la distinction des États-Unis, et si je ne me trompe pas, la distinction de France aussi. Donc ça, pour moi, c'est important pour discuter ici. Hein. Les droits paysans, l'accès à la terre, la sorte d'inégalité et comment on va penser les nouveaux processus de contrôle, d'organisation, régulation de sa dimension pas matérielle, mais aussi financière de la terre et ses impacts dans la concentration foncière en Amérique latine. Merci à tous et je m'excuse pour le temps. Merci beaucoup. Merci Sergio. Donc beaucoup de choses ont été dites. On va prendre 10 petites minutes pour des questions. Donc qui souhaiterait poser la première question? Un micro circule. Allez, qui se lance? Oui, Evelyne. Oui, bonjour. C'est une question en réaction à la fin de la présentation de Laureano, mais aussi à la question qui a été posée par Sergio sur la participation des scientifiques sociaux à l'élaboration des politiques. Laureano a parlé d'une consultation et donc je pense que ce serait intéressant de savoir comment il a été lui-même, par exemple, associé à cette concertation et comment ça se passe également au Brésil. Sí, efectivamente, digamos, desde sociedad civil se han hecho críticas a estos modelos, pero, como decía, los gobiernos han hecho oídos sordos, no han aceptado esta participación. Estudios hay varios que muestran procesos de concentración, procesos de exclusión de comunidades, de minifundistas y propietarios. Sin embargo, el discurso oficial y en estos organismos internacionales como el Banco Mundial han ido en otra línea, como decía, a destacar el milagro peruano, el BID igualmente a mostrar experiencias exitosas y
yo diría que más bien accidentalmente es que estamos teniendo posibilidades de influir en esto. Y digo accidentalmente porque, como muchos deben saber, estos últimos años se caracterizan en el Perú por una inestabilidad política muy grande. El presidente electo en 2016 tuvo que renunciar. Bueno, se sabe que muchos de nuestros últimos presidentes están con problemas judiciales por temas de corrupción. Y el actual presidente está enfrentando igualmente el embate de la fuerza mayoritaria en el Congreso. En ese contexto de debilidad se ha abierto esta ventana derivada justamente de una paralización campesina, y entonces el gobierno ha dicho, bueno, sentémonos a conversar. Creo que es una excelente ocasión para plantear justamente los límites. La nueva ministra de Agricultura ha dicho que ella le va a dar importancia a la agricultura familiar, cosa que es realmente novedoso en estos últimos 20 años escuchar ese discurso, cuando más bien era monocorde en términos de que la alternativa de desarrollo rural en el país pasaba por el agronegocio y las exportaciones. Entonces, posibilidades hay, pero siempre hay que mantener una dosis de realismo frente a las posibilidades y el funcionamiento de la economía y el mercado. La economía, las grandes líneas de la economía no han cambiado en más de 20 años. Gracias. Dans le cas brésilien, c'est justement le contraire. Nous avons expérimenté entre les années 95 et 2015, par exemple, l'augmentation du espace des arènes publiques pour la participation de la société civile, des enseignants, des intellectuels, etc., à partir de la création des conseils, par exemple de la sécurité alimentaire, les conseils nationaux de développement rural et durable, qui on a vu, par exemple, l'élaboration, participation, discussion des politiques publiques importantes tirées à l'agriculture familiale, par exemple. Dans la même sorte, des conseils nationaux de l'environnement, pour discuter les politiques nationales de l'environnement aussi. Mais on a eu une chute très forte à partir de 2019, maintenant, puisque le gouvernement Bolsonaro a coupé plus de 40 conseils dans un décret, si je ne me trompe pas, d'avril dernier. Il a coupé le fonctionnement de plusieurs conseils là-bas. Donc, cette dimension, dialogue, participation, de suivi des politiques publiques par la participation sociale, maintenant, c'est compliqué là-bas. Donc, je crois que l'expérience brésilienne avec les conseils, c'est très, très importante. Il y a aussi fait quelques processus de transfert des politiques publiques vers l'Afrique, vers l'Amérique centrale à partir de ce modèle-là. Mais à ce moment-là, on a un processus de démantèlement des politiques publiques, on va dire de policy dismantling, pour penser ces mouvements de chute de politiques, de budget et surtout des arènes de participation. ¿Algún comentario adicional de matices respecto a lo expresado por Sergio respecto al tema de concentración? Argentina tiene alguna diferencia sustantiva con Brasil en cuanto a la forma de organización. A mí me parece que el tema de concentración habría que pensarlo en términos de concentración de tierra por un lado y concentración de producción por el otro lado. Es decir, cuando uno toma los 10 cultivos centrales de Argentina, aproximadamente 2/3 se hace sobre tierras alquiladas. Entonces, el tema de concentración de tierra se desplaza por el tema de concentración de acceso a la tierra. Y el mercado inmobiliario, en términos de alquileres, parece funcionar aceptablemente bien, porque si no, no se explica el valor creciente que tienen los alquileres de tierra. La segunda cosa es que en el cuadro, en el gráfico que pusiste de concentración de tierra de Argentina, yo tengo mis serias dudas sobre ese valor. El último, según hasta donde yo conozco, ¿no? La última registro de catastral, no censal, catastral, porque censo no captura posesión de tierra, captura acceso, es del año 72. Y desde el año 72 a la fecha han pasado muchas cosas. Es más, la tendencia es a desconcentrar tierras.
Tercera cosa, hay datos notables en Argentina. Benetton 970.000, esto es off the record censo. Benetton 970.000 hectáreas, pero también son 970.000 hectáreas de tierras no agrícolas, o sea, son tierras de $50 la hectárea, no mueven el amperímetro. Segundo comentario respecto a los pools. No, quiero volver sobre concentración, me fui de la línea. La concentración de la producción, ahí sí me parece que amerita revisar, no solo producción, sino concentración de insumos. La verdad que estamos mucho más complicados en concentración en red, porque cuando vamos a Argentina o a Brasil y empezamos a buscar semilla de maíz, entre paréntesis, maíz es más que soja en ambos países. O sea, centremos en maíz más que en soja en todo caso, porque soja es relevante en términos de comercio exterior, pero en términos de producción aguas abajo, maíz es muy relevante. Particularmente en Argentina, esta campaña es más relevante que soja. Digo, cuando vamos a concentración de maíz, es mucho más grande la concentración en oferta de semilla de maíz en determinados insumos y demás. De manera tal que me parece que hay que matizar y resignificar la palabra concentración referida a insumos, a acceso a la tierra, a posesión de los medios de producción y a financiarización. 10 empresas en Argentina son las que manejan el tema de compra externa de tierra, pero en las 35 millones de hectáreas no llegan a ser el 3%. Digo, en términos relativos parece no ser un fenómeno central. Gracias, disculpe por la extensión. Non, je suis tout d'accord. Bon, je vais essayer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut penser aussi de la concentration de la production, de la concentration de l'offre aussi. Mais je pense, bon, ces données-là sont de la production d'études qu'a fait la Oxfam à partir des données de plusieurs pays dans de différents chiffres, etc. Mais il y a aussi un processus de concentration foncière, il y a un processus de concentration de la production et surtout à partir de quelques cultures. Je suis d'accord que ce n'est pas le cas du soja seulement, il y a le cas du maïs aussi et le cas de la canne à sucre. C'est fort au Brésil, du café au Brésil, en Colombie, etc. Et donc on peut penser ces mouvements-là pour faire une carte un peu plus large. Je n'ai pas de temps de faire ici, mais ce que je voudrais remarquer ici, est qu'il n'y a pas un contrôle de ces mouvements de concentration de production foncière. Hein, et de transparence aussi, parce qu'on a besoin de données. Hein. Pour les achats des capitaux internationaux, par exemple, c'est difficile quand même de toucher l'information précise au Brésil, en Argentine, au Pérou, etc., au Mexique, au Uruguay. Donc, il y a l'Andimatrix, il y a Grain, il y a quelques instituts de terre au niveau du pays, etc. Mais moi, par exemple, je demande une transparence plus forte de la dimension des chiffres, de la concentration production foncière, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre l'accent à la concentration foncière pour cause de ce thème de cette table-là, mais à la production et aussi à la dimension du contrôle des agro-industries, des traitements de production primaire aussi. Au Brésil, par exemple, 4 entreprises contrôlent plus de 80% de la production du soja pour l'exportation. C'est très fort quand même. Hein? Bueno, mi nombre es Ángela Penagos. Yo quisiera a ver si alguno de los dos expositores, además del tema de la concentración, si el fenómeno de la fragmentación de la propiedad también ocurre. En Colombia está ocurriendo de una manera importante y eso afecta también la productividad y la producción de alimentos. Es un fenómeno que casi no se estudia, o sea, generalmente hablamos de la concentración, pero no de la fragmentación de la pequeña propiedad. Otro tema que me queda a mí la duda, tal vez en la misma línea de la intervención anterior, es la concentración de la propiedad en general. Se ve como si fuera un tema o una variable homogénea. Dado la heterogeneidad de las tierras en América Latina, yo no sé si hay una manera de tener información que permita relacionar la concentración de la propiedad
con la vocación del suelo y que nos dé un poco cuenta de esa realidad, porque de eso depende también mucho la tecnología. Y otro tema que me gustaría ver, no lo oyeron, es la relación entre concentración de la propiedad y ganadería extensiva. Gracias. A ver, el tema de la fragmentación de la tierra explica, ¿recuerdan el gráfico que les puse con las columnas horizontales? Es lo que explica en realidad el aumento de cerca de 500.000 unidades agropecuarias entre el censo del 94 y el 2012. Yendo un poco atrás, con reforma agraria en los años 70, fines de los 60, se prohibió la fragmentación de tierras y se prohibió la herencia. Pero ya sabemos, las leyes oficiales van por un lado, las prácticas van por otro lado, hay una tradición de herencia muy fuerte. En estos años no hay cifras, ¿no? Ahí lamentablemente no tenemos información, pero lo que podemos afirmar empíricamente es que muchísimas de las tierras de las comunidades campesinas están siendo tituladas individualmente. Entonces eso indudablemente va a aumentar el minifundio. Por lo demás, recuerden ustedes, desde el 95 no hay límite para arriba. Formalmente hubo un impuesto que no fue creado para las tierras de más de 3.000 hectáreas, no está reglamentado, pero para abajo no hay límite. Entonces eso sigue ocurriendo, y entonces cuando se habla de concentración, o se hablaba de concentración de tierras, a los funcionarios decían, no, lo que nos debe preocupar es el minifundio. Sí, pero no ha habido ningún plan de concentración ni ningún intento de frenar esto. Respecto de la otra pregunta sobre la vocación del suelo, pues esa ley del 95, que fue llamada Ley de Tierras, en realidad es una ley de promoción de las inversiones en tierras del territorio nacional. Es decir, en buen castellano, haga usted lo que quiera con la tierra, si quiere poner ahí un negocio, póngalo. Uno de nuestros ministros anteriores, cuando dejaba el cargo, recomendó a los inversionistas agrarios, ¿quieren invertir en tierra? Pues yo le diría que compren tierras y conviertan en tierra urbana. Y eso creo que da muestra de lo que piensan. Gracias. Dans le cas brésilien, on peut dire que les propriétaires de moins de 10 hectares ont stabilisé entre les recensements 2006 et les recensements 2017. Au contraire, les propriétaires en plus de 1000 hectares la taille moyenne a augmenté beaucoup. Donc, on a ici un processus de concentration, mais non de fragmentation. Donc, ça, c'est des choses qui s'arrivent au Brésil. Je vais conclure. Mais c'est intéressant je reviens à la question de Roberto, le processus de toucher la terre sans l'achat. Cette dimension a augmenté beaucoup au Brésil. Dans quelques États brésiliens, par exemple, quelques provinces brésiliennes, il y a quand même presque de 10, 15, jusqu'à 30% des situations qui n'a pas l'achat de terre, mais aussi l'utilisation par les paiements de la rente foncière. Merci et pardon de vous bousculer. On va passer au troisième exposé avec Monsieur Leonardo González de l'INDEPAS, l'Institut des études pour le développement et la paix de Colombie. 18 minutos. Bueno, vamos a hacer un poco de magia en 18 minutos a tratar de explicar la situación minera en Latinoamérica y concentrarnos en Colombia. Ayer hablábamos de los conflictos que existen en Latinoamérica. Me voy a concentrar especialmente en la minería. Se habla de 155 conflictos registrados en minería en el año pasado. La situación de derechos humanos en América Latina es muy parecida, frente al tema de minería, muy parecida a lo que sucede en todos los países: ataques contra defensores y defensoras de territorio y los derechos humanos. Solamente en el caso de Colombia, en los últimos 3 años han asesinado más de 500 líderes y defensores de derechos humanos por defender sus territorios.
Y cuando hablamos de defender sus territorios no solamente es frente al tema de minería, también es frente al tema de la coca, frente al tema de diferentes amenazas que tienen en estos momentos los líderes y defensores de derechos humanos. Inversiones extranjeras ligadas a corrupción y violencia, como lo hemos visto pues, en diferentes países, desde Brasil, pasando por Perú, en los casos de corrupción, explotación de trabajadores inmigrantes. El caso de Venezuela es un caso dramático de lo que está sucediendo hoy en Colombia, pero también en diferentes países de Latinoamérica, explotación a migrantes y otros grupos vulnerables. Características de la región, bueno, es una crisis económica lo que se está viviendo en estos momentos, política caracterizada por protestas, enfrentamientos por pérdidas de desempleo, pobreza, legislación que favorece las inversiones internacionales. Este es otro de los grandes problemas que se ha visto en temas de corrupción, es la legislación la legislación y los gobiernos amigos de las multinacionales. Son una legislación que ha sido favorecida por las multinacionales y que eso ha generado un conservadurismo político, gana espacio en los diferentes países y privatización de los espacios públicos. Y frente a esto, como lo vimos ayer con Movimientos Sin Tierra, hay movimientos y activismos sociales diferentes en las comunidades frente a más bien por el desarrollo de sus comunidades y la protección de sus territorios. Entrando un poquito ya, sin tomarme el tema de Carlos, ahora frente al tema de parques naturales, esta es como la situación en Colombia frente a los parques naturales y la minería, parques que están en estos momentos siendo vulnerados por minería, no solamente la minería ilegal, sino también la minería legal. Entonces, cabe anotar, digamos, obviamente lo verde son los parques y lo rojo es la minería o megaminería y minería ilegal. Las empresas mineras instaladas dependiendo de carbón, oro, níquel, de esmeralda y diferentes metales que están siendo sustraídos en territorio colombiano, son estas en Australia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, esas son las empresas que están en estos momentos explotando estos minerales en Colombia. Canadá, México, Sudáfrica, Turquía, Suiza, estas presentaciones las enviaremos a todos, entonces por eso trato de pasar rápido sobre esto. Las exportaciones de carbón térmico han variado en Colombia, y antes era Europa, el principal exportador, hoy es Turquía, o pues especialmente antes era desde Holanda a Alemania, ahora es Turquía, sigue siendo Países Bajos y ampliado hacia Estados Unidos, España, Israel. Uno de los principales problemas que se tiene hoy es el interés público. ¿Cómo se ha visto el interés público? ¿Qué es el interés público? En la Constitución nosotros hablamos que se protege la propiedad privada, pero cuando el interés público riñe con la propiedad privada, entonces prima el interés público. La legislación hecha por muchos de los abogados de las grandes empresas mineras ha generado, como en el artículo 13 del Código Minero, y dice que es de utilidad pública la industria minera en todas sus ramas y sus fases. Entonces, al generar la industria minera en todas sus ramas y sus fases como un interés público, la industria minera, entonces hace que los campesinos y las pequeñas propiedades tengan que desplazarse, expropiarse para el interés público de las empresas mineras. Cabe anotar que la agricultura hoy no se ha declarado todavía como utilidad pública o interés social. Primero, la minería, segundo, la agricultura. Consulta previa también es otro desbalance que tenemos en estos momentos. La Constitución Política, pues hoy obviamente el Convenio 169 de la OIT garantiza la consulta previa, pero el decreto que lo reglamenta es un decreto que a la misma vista de la Corte Constitucional dice que que debemos revisarlo, es un decreto que no se inspira en el Convenio 169 de la OIT, es un decreto que no respalda el tema del consentimiento, y esto sucede también en Perú, esto sucede en Chile, esto sucede en diferentes países en donde la consulta previa hoy se está viendo no como algo de consentimiento, no como un derecho al veto, como realmente debería ser, sino como una simple participación de las comunidades en la decisión de lo que está sucediendo en sus territorios. Generalmente la consulta tiene poco de previa, ya se hace la consulta previa cuando está otorgado el título minero, esto también sucede en Perú, en Chile también sucede, en la práctica la consulta es posterior, no es previa.
los tiempos de las empresas no son los mismos que los tiempos de las comunidades. A veces las empresas tienen tiempos de 30, 40 años, mientras que las comunidades tienen tiempos inmediatos de 5, 10 años, porque los problemas son ahora. En cambio, los problemas de las empresas son mucho más largos. ¿Y esto qué significa? Que en el momento de hablar, de negociar, de transar entre las empresas y las comunidades, obviamente las empresas tienen que, pueden negociar con tiempos más largos, y esto hace que las comunidades, con el afán de sus problemas actuales, pues tengan que negociar pues mal frente a las empresas. Una consulta adecuada, oportuna, integral, debe ser frente al consentimiento previo, libre e informado. Esto en estos momentos, por ejemplo, en temas como La Palma y la RCPO, hoy está hablando de consentimiento previo, libre e informado. En la minería no se habla de consentimiento previo, libre e informado, y en Colombia, para declarar que exista consentimiento libre, previo e informado, se debe tutelar y debe garantizar, lo que dice la Corte es que se debe demostrar que el pueblo o que la comunidad está en peligro de pervivencia, que se va a morir toda la comunidad o que va a dejar de existir la comunidad para que exista consentimiento. Por eso solamente 5 sentencias en Colombia han sido otorgado el consentimiento para el tema de consulta previa. ¿Cómo gestionan las empresas la responsabilidad social, empresarial y la aplicación en el desarrollo local? Hoy el discurso ha sido mucho más amplio, diferente a hace unos 10, 15 años, y le dan mucha más relevancia a las empresas mineroenergéticas, especialmente al discurso de responsabilidad social empresarial. Pero no somos ingenuos y obviamente sabemos que el discurso de la responsabilidad social empresarial existe también para limpiar el buen nombre de las empresas y sirve para eso. Pero debemos, y desde algunas organizaciones hemos querido aprovechar ese discurso de responsabilidad para precisamente desde ese discurso decir, mire, usted se ha comprometido con el Banco Mundial, se ha comprometido con Naciones Unidas a hacer esto, y usted no lo está haciendo. Entonces, tienen instrumentos como el GRI, entonces, y presentan reportes de sostenibilidad, y esos reportes de sostenibilidad lo que están diciendo es, nos vamos a comprometer a realizar esto. Pues aprovechemos desde las organizaciones y de las comunidades para, con ese discurso, poder demostrar que no se está cumpliendo o que sí se está cumpliendo. El Estado ha empezado a desarrollar lineamientos para buenas prácticas de las empresas y los estándares internacionales han convertido en estos momentos en un norte de interpretación y actualización de esa legislación. ¿Cuáles son los principales impactos que genera la minería y la megaminería, especialmente en nuestros países? Reasentamientos involuntarios, como ya lo decía hace un momento, una expropiación, un desplazamiento forzado. Salud, obviamente para trabajadores y comunidades hay un impacto muy grande en la salud, pérdida de tierras y territorios, cambio de actividades del uso y de la tierra, problemas culturales como pérdida de prácticas que han venido realizando caza, pesca, corrupción generada desde la minería. Existe una empresa grande que llega a un territorio absolutamente pobre y la corrupción que puede desarrollar la misma empresa a un territorio pequeño, pobre, pues es muy grande. Entonces pone y quita gobernadores, pone y quita alcaldes. Genera prostitución, la inversión social, hay una inversión social, pero no en perspectiva del desarrollo de las comunidades. Aquí me quería, digamos, detener y en este punto es importante cuando se realiza política pública tener en cuenta la perspectiva de las prácticas culturales de las comunidades. En La Guajira, por ejemplo, que es una región al norte del país, cuando se hizo un plan para reasentamiento de una comunidad, no se tuvo en cuenta exitoso porque muy buenas casas, buena tierra en el otro lugar, las personas no podían soñar. Y a esto nos enfrentamos hoy cuando se hace política pública. Y entonces llegamos y decíamos, pero ¿y eso qué tiene que ver? Es que no puedo soñar y yo me quiero devolver al sitio anterior. Y no puedo soñar porque allá tengo mi obligo y tengo que pedirle permiso a mis espíritus. Eso no se hace y no se hace en política pública. Es difícil entonces poder entender todas estas prácticas. Para eso, obviamente, hay que hacerlo en línea y en desarrollo con las expectativas de las comunidades. Generación de empleo y hay una generación de empleo, una expectativa muy grande que la minería genera cuando llega y realmente es muy poca y es muy pobre. Otros impactos: derecho a la participación, falta de consulta previa, libre e informada,
conflictos por tenencia y propiedad de tierras que traslape con tenencia de propiedad de tierras, especialmente tierras colectivas de comunidades afro, indígenas, campesinas. Seguridad, el tema de la seguridad. Hoy en Colombia, por ejemplo, existen unos convenios interinstitucionales o convenios entre el Ministerio de Defensa y las grandes empresas. Estos convenios lo que generan es que, de seguridad obviamente, para que el ejército proteja las zonas de la empresa. Entonces está convirtiendo a nuestro ejército colombiano en un ejército privado, al servicio de la multinacional. El traslape entre territorios técnicos y resguardos y comunidades negras y con las concesiones y exploración lleva a frecuentes conflictos generados por el concepto de territorio que tienen las comunidades, que es diferente del concepto de territorio que tenemos nosotros. Concepto de territorio de tierra, aire, de adentro, de arriba, es diferente del concepto de territorio normal, o más bien desde nosotros. Un desarrollo económico sustentable o sostenible en los planes de vida. Se debe tener en cuenta los planes de vida que tienen las comunidades de 30 a 40 años, diferente de los planes de desarrollo de 4 años que tienen los gobiernos locales. Impactos ambientales, pues ustedes conocen los impactos ambientales en el agua, en el aire, en el suelo. Para las organizaciones sociales es muy difícil discutir con las empresas sobre los impactos ambientales si nosotros no tenemos unos estudios de impacto ambiental hechos por nosotros. Y entonces nosotros discutimos, digamos, desde la lógica del derecho. Esto es, entonces, por ejemplo, el desvío de un arroyo para cualquiera desde la lógica genera impactos que son muy fuertes. Pero si la empresa le dice, yo desvío el arroyo y lo voy a hacer tan bien que va a generar antes todo lo contrario, un aprovechamiento mucho más grande, va a llegar más agua al territorio porque lo vamos a hacer con unas técnicas especiales que se han venido haciendo desde otros países. Entonces es difícil competir con ese discurso. Entonces lo que hemos venido haciendo en los últimos años es contratar técnicos para hacer estudios de impacto ambiental y especialmente estudios en el agua para saber cuáles son la presencia de diferentes metales como plomo, metales pesados. La disputa por el agua se da a través y se ha dado siempre a través de imposición violenta. Lastimosamente en Colombia el conflicto armado ha generado una práctica cultural también de resolución de conflictos de una manera violenta. Y esto no, obviamente en las comunidades y en las empresas también ha sido una práctica usual para resolver conflictos de territorios, que es la imposición violenta, y uno de los conflictos en estos momentos es el conflicto por el agua. La contaminación en el aire y en el agua. Hay una sentencia que ordena al Estado colombiano acoplarla a los estándares de calidad de aire y de agua de la Organización Mundial de la Salud y todavía no lo ha hecho. Los estándares de calidad de aire y de agua son muy por debajo de la Organización Mundial de la Salud. En los estudios que realizamos en temas de agua, en un río, en Río Ranchería, se ve cómo la legislación va mucho más arriba y la Organización Mundial de la Salud, los estándares de la Organización Mundial de la Salud en presencia de muchos metales está por debajo de estos estándares. ¿Cuáles son los desafíos para el tema de descarbonización? Ayer Chile habló del 2030 para la descarbonización y empezó con un movimiento mientras el gobierno chileno está hablando de 2040. Ya en muchos países europeos están hablando desde 2030, entonces la descarbonización debe ser un reto en estos momentos, un desafío, empezar a hablar, y que es lo que sigue ahora, el tema de las energías limpias, unas energías nuevas, movilización ciudadana y sensibilización para el fortalecimiento de las organizaciones y líderes. Litigio frente al tema es uno de los desafíos que tenemos. Estándares internacionales, la aplicación de estándares internacionales en nuestra legislación. Lo que les decía, investigación e informes técnicos, incidencia nacional e internacional, incentivos y discusión sobre implementación de energías limpias y derechos de las comunidades. Estos son de los principales desafíos que tenemos. Hoy acompañar a las comunidades es uno de los grandes desafíos, y el acompañamiento en la negociación. A veces las organizaciones decimos no queremos negociar o ayudar a la comunidad a negociar con la empresa, pero es que son las comunidades las que están negociando y las dejamos solas cuando tenemos una práctica tan radical de decir no hablo con la empresa. A veces hablar con la empresa para negociar los derechos, o los derechos no, sino acompañar a las comunidades para exigir sus derechos es importante, porque si no los dejamos absolutamente solos.
Formación y capacitación para las comunidades, asesoría profesional técnica en diferentes temas y verificación de acuerdos y compromisos, fortalecimiento de comunidades para la consulta previa, que hoy es una de las exigencias que se ha presentado en estos momentos en Latinoamérica. 15 minutos. Donc nous allons écouter Marie former les questions. Non, tout de suite on t'écoute et ensuite on prendra des questions. Bonjour à tous. D'abord, je souhaiterais remercier les organisateurs de m'avoir invité à présenter mes travaux qui questionnent à merveille l'articulation affichée en tête de ce colloque, ressources, inégalités et développement. Alors, quelques éléments de contexte. En Amérique latine, en Amérique du Sud, en termes énergétiques, l'Amérique du Sud est un continent qui est très dynamique, avec des dynamiques qui sont très variables parce qu'il y a une palette qui va depuis les crises énergétiques où certains pays n'arrivent pas à répondre à la forte demande en énergie, jusqu'à des dynamiques aujourd'hui qu'on pourrait considérer comme des booms énergétiques, avec notamment le déploiement des énergies renouvelables, du solaire sur des énormes installations. On est aussi aujourd'hui dans un moment charnière, une espèce de bifurcation, dans un contexte de transition, avec une transition qui est à la fois énergétique mais aussi environnementale, donc avec le passage d'énergie de stock à des énergies de flux qui peut se comprendre comme un changement nécessaire, une rupture à la fois de la production, de la consommation, mais aussi des pratiques et voire un changement d'un système qui se voudrait un peu global. Donc elle renvoie cette transition à des changements de pratiques et des adaptations des sociétés, mais aussi beaucoup à du politique. Cette transition, elle passe aussi, notamment à travers les énergies renouvelables, par une électrification des systèmes énergétiques. Donc, comme vous pouvez le voir, qui aujourd'hui en Amérique latine est beaucoup soutenue par l'hydroélectricité, qui autrefois était perçue comme renouvelable et qui maintenant devient aussi objet de débat. Donc aujourd'hui, on est dans un moment charnière, un point de bascule entre les perceptions, les définitions, les nouveaux paradigmes énergétiques qu'on rencontre un petit peu partout, avec une appropriation spécifique en Amérique latine. Donc cette transition, elle intègre aussi beaucoup de dimensions sociales et de dimensions environnementales. Alors, ça réinterroge en fait des questions qui sont assez classiques en Amérique latine, ces questions de jeu, de croissance, de ressources, de développement. Comment est-ce qu'on articule ces trois facettes avec des espaces ruraux qui ont un petit peu une double face, puisque c'est des territoires qui sont à la fois des supports de la production énergétique, qu'elle soit fossile, renouvelable, permanente, mais c'est aussi beaucoup des territoires qui sont parfois marginaux, dépourvus de services énergétiques, donc en demande énergétique, avec des accès qui sont parfois difficiles, une très faible densité de population, des habitats dispersés, donc techniquement difficiles à connecter au réseau, mais aussi parfois des territoires qui demandent des très fortes demandes énergétiques, notamment à travers l'implantation d'activités extractives comme les mines, qui sont énergivores. Donc ils sont à la fois pourvoyeurs de ressources énergétiques, mais en même temps en déficit de services. Alors, quelques questions de recherche, en fait, c'est de se demander quelle est la place de ces territoires ruraux dans cette nouvelle donne énergétique. Alors, la nouvelle donne, c'est les énergies renouvelables, mais c'est aussi tout ce qui relève du non conventionnel, les gaz de schiste, les hydrocarbures non conventionnels. C'est une prise en compte différenciée de ce qui relève des activités économiques qui génèrent beaucoup d'argent, mais aussi la prise en compte des populations qui habitent dans ces territoires. Donc le paradigme de la transition, c'est un formidable outil en fait pour répondre à des objectifs du millénaire, des questions de développement, d'accès aux services, d'accès de base, mais tout ça, ça va dépendre aussi de la construction sociale de ces ressources énergétiques et de la valeur qu'on va donner à ces ressources. Alors, dans un premier temps, le premier point, c'est de se dire que ces territoires ruraux, c'est un petit peu des fournisseurs globaux à l'échelle principalement des pays, mais aussi à l'échelle du sous-continent. Donc la plupart des très grands projets énergétiques sont localisés dans des territoires ruraux qui sont souvent périphériques. Alors je donne l'exemple souvent de l'hydroélectricité avec 2 points nodaux en Argentine comme exemple, le Comahue avec 6 grandes centrales hydroélectriques et la Mésopotamie
avec les grands barrages qui vont servir à la fois d'intégration des territoires dans la nation, mais aussi de commencer à jeter des ponts d'intégration régionale avec les pays voisins, qui servent en fait à approvisionner les aires métropolitaines principalement et qui sont implantées dans des territoires à faible densité de population où on a les ressources qui sont disponibles. Donc ça a des conséquences sur ces territoires, notamment le barrage de Yacyretá, qui est au nord de l'Argentine, par exemple, elle fournit de l'électricité à la région métropolitaine avec une priorisation en fait du sens du courant. Et les niveaux de consommation locaux des territoires ruraux de Corrientes et Misiones, en fait, ne justifieraient pas économiquement l'installation de transformateurs très coûteuses pour réduire la tension et donc approvisionner ces provinces. Et donc, on a des taux d'électrification qui sont inférieurs à la moyenne nationale, alors qu'on a des installations qui sont gigantesques. Donc, on a ce qu'on appelle en géographie, de manière assez classique, un effet tunnel qui ne va pas profiter en fait au territoire ni de production ni où l'électricité va traverser. Et ça va provoquer d'énormes oppositions locales à ce type de projet. Mais l'État continue en fait à soutenir, avec l'appui de grandes entreprises multinationales, des projets pour répondre justement à une demande énergétique croissante. Donc ces effets tunnels, on les voit aussi sous la forme d'enclaves énergétiques qui vont se lire à des échelles très très différentes, en fait, depuis l'échelle très locale. Par exemple, l'implantation de la ligne minière. Ici, vous avez des photos de la mine de Veladero où on essaye qui est très très énergivore, donc où arrive en fait une ligne minière qui va rejoindre en fait qui suit le long de la cordillère des Andes. Mais cet effet enclave, elle peut se lire aussi avec les travaux que j'ai repris à Sébastien Venu et à Silvina Carrizo. À l'échelle en fait de la région, vous avez la carte ici du nord du Chili, qu'ils avaient appelé un isolat énergétique dans un désert minier où en fait tout le système énergétique est pensé justement pour approvisionner ces enclaves très énergivores. Ça va ouvrir la porte en fait à l'installation d'autres types d'exploitation. Ici, vous avez deux projets un peu phares. À droite, vous avez le Cerro Dominador au Chili, qui est la première centrale à concentration, donc concentration d'énergie solaire. Et à gauche, le projet à Cauchari, donc, qui va pouvoir se connecter à cette ligne minière avec l'installation de plus d'1,2 million de panneaux solaires. Donc, de panneaux solaires qui vont permettre la production nécessaire à la consommation d'à peu près 100 000 foyers. Alors, se pose la question, j'ai mis justement une photo des communautés, parce que c'est une des premières fois qu'ont été négociées justement un reversement des bénéfices, un dédommagement en fait des communautés pour installer des panneaux solaires sur leurs terres en leur garantissant à terme de pouvoir justement générer de l'emploi autour de ces installations. Alors, dans cet extractivisme énergétique, ça rappelle beaucoup en fait des productions à grande échelle avec une stratégie d'exportation de cette énergie. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'on a beaucoup moins d'opposition à ce qui était historiquement en fait l'extractivisme énergétique, comme les hydrocarbures, l'hydroélectricité. Je vous ai mis quelques images des manifestations à Neuquén autour du gisement de Vaca Muerta en Argentine, où là on a des mobilisations extrêmement fortes avec des valeurs qui sont attribuées à la ressource qui ne sont pas forcément partagées. Donc sur ce petit graphique qui est un petit peu compliqué, vous voyez, les valeurs, en fait, elles peuvent tourner, et les valeurs du territoire, les valeurs que la société va attribuer à la ressource peuvent être changeantes. On est aujourd'hui avec une flèche sur la valorisation marchande de la ressource, mais ce qui est intéressant de comprendre, et je rebondis sur ce qu'a dit le présentateur précédent, c'est qu'il y a d'autres valeurs qui est plus difficile à prendre en compte dans les politiques publiques, les valeurs d'usage du territoire. On n'a peut-être pas envie en fait d'avoir une exploitation de ces ressources, mais peut-être d'utiliser le territoire de manière différente. Une valeur aussi d'existence de ces ressources, de ne pas avoir à les exploiter, mais elles valent parce qu'elles sont là. Et des valeurs de legs qu'on aurait peut-être envie de donner ou de pouvoir transmettre aux générations futures.
Donc ces valeurs, elles sont un petit peu au centre des négociations et des nouvelles dynamiques territoriales sur ces territoires. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec les énergies renouvelables, on a des phénomènes qui sont beaucoup moins conflictuels et donc qui vont ouvrir d'autres possibilités de négociation, parce que très porteuses de valeurs positives, alors à plus ou moins juste titre. Les territoires ruraux et l'accès à l'énergie, c'est ce que je disais, en fait, les territoires ruraux sont support des ressources énergétiques, mais on a aussi, en fait, une grande opportunité, puisqu'avec les énergies renouvelables, on a la possibilité d'avoir une production décentralisée, et donc qui permettent de répondre aux objectifs du millénaire, c'est-à-dire, d'ici à 2030, garantir l'accès à tous à des services énergétiques fiables, modernes et à coût abordable. Donc ces énergies renouvelables, elles sont décentralisées, elles permettent d'utiliser les ressources locales avec une grande disparité dans le choix des énergies. Donc vous voyez qui va correspondre en fait aux ressources qui sont principalement disponibles dans les différents pays, aux choix politiques qui ont été faits. Avec le Brésil qui a beaucoup plus que les autres pays développé cette capacité installée, mais pas du tout avec les mêmes ambitions, puisque c'est le graphique que vous avez en bas à droite, avec deux types d'énergie, ceux qui sont connectés au réseau et ceux qui sont déconnectés au réseau. Ceux qui sont déconnectés au réseau, c'est ceux qui sont représentés en vert. Donc vous voyez, avec des pays totalement différents, entre par exemple l'Argentine qui va être connectée au réseau à 70%, les énergies renouvelables, et la Bolivie, où quasiment intégralement on a de la production qui est dite off-grid, c'est-à-dire qui va être autoconsommée. Alors à l'échelle du continent, quasiment tous les pays ont des programmes ad hoc pour essayer d'avoir une électrification maximale, notamment dans les campagnes et les territoires isolés, avec par exemple au Brésil, Luz para Todos, ou au Venezuela, Sembrando Luz. On va avoir en fait la volonté de donner l'accès à l'énergie. Alors la question, c'est de savoir quelle énergie. Souvent, les installations qu'on voit, c'est ce type d'installation. Vous avez un petit panneau solaire qui est en dehors des maisons. Et puis, à l'intérieur, vous allez avoir, en fait, connecté des lumières, que ce soit généralement dans la cuisine, dans la chambre à coucher, et dans la pièce à vivre et dans le patio des maisons, des petites maisons. Le point nodal, c'est pas tellement le panneau solaire, en fait, c'est surtout la batterie, parce que c'est elle qui va permettre de restituer la nuit, et c'est là où il y a souvent le plus de plaintes, entre guillemets, puisque ces batteries, c'est un petit peu le point nodal du dispositif, avec des batteries qui sont soit des petites batteries, soit des batteries plus importantes que vous avez au pied de ce monsieur, qui vont pouvoir permettre d'alimenter plus ou moins d'appareils la nuit. Alors, avec une demande fondamentale, je vais couper la vidéo parce qu'on a raccourci mon temps de parole. Avec une demande fondamentale, nous, on pensait que, quand on est allé sur le terrain, que la principale demande allait être la lumière. Et en fait, ça fait partie des demandes principales, mais principalement, en fait, ce qu'on veut absolument pouvoir recharger, c'est le téléphone portable. Donc même dans les campagnes les plus reculées, le téléphone portable, c'est devenu un outil, un élément central en fait, de la vie de communication. Et même cette personne qu'on a rencontrée, on a dû marcher un certain temps pour réussir pour aller voir son installation, etc. Il nous disait, nous, faudrait quand même voir plus de batteries, parce que ce qui nous intéresse, c'est la télé. La télé sur le téléphone, c'est bien, mais on voudrait une télé. Donc en fait, c'était vraiment la demande principale. Donc on voit en plus dans les campagnes un double positionnement en fait avec deux postures habitantes, celles que vous avez à gauche qui sont les personnes qui ont l'accès à l'énergie à travers ces petites installations de panneaux solaires et qui sont contents d'avoir ça, qui disent que ça leur change la vie dans le sens où ils ont la lumière, ils voient plus la nuit et qu'ils ont accès à d'autres moyens de communication, mais qui aimeraient bien être accordés au réseau, parce que pour eux, être accordés au réseau, c'est aussi une question de citoyenneté, c'est-à-dire c'est de reconnaître leur existence comme citoyens à part entière du pays, et donc d'avoir une équité territoriale indépendamment de l'aire géographique où ils habitent. Et puis on a une autre posture qui est la posture de droite. Ça, c'est un habitant dans un territoire rural aussi, mais qui est connecté au réseau et qui cherche à s'en autonomiser, parce qu'il considère qu'être connecté au réseau, c'est un engagement qui est beaucoup trop coûteux au regard du service qui lui est fourni.
Donc en fait, ils cherchent à remplacer en fait le réseau avec le développement de choses qui est assez courante en Amérique latine, des toutes petites diodes qui servaient au départ dans les colectivos et qui aujourd'hui ornent la plupart des maisons. Et tout ça avec un apprentissage qui se fait via les réseaux sociaux et via Facebook, d'où l'importance aussi du téléphone pour pouvoir avoir un apprentissage continu. Alors, toutes ces photos, elles ont été prises dans le département de Potosí, en Bolivie, puisque ce qui est aussi intéressant dans cette complexité en fait, de ce jeu énergétique, c'est que les batteries qui sont utilisées dans ces maisons, c'est les premières batteries qui sont issues de l'usine pilote de la Palca qui cherche à produire des batteries au lithium avec du lithium exploité dans les salars d'Uyuni. Donc ça, c'est une des revendications du gouvernement en disant on va commencer à exploiter et on va avoir une universalisation de l'énergie dans les campagnes. Donc pour le moment, c'est louable, c'est tout à fait limité parce qu'il y a 8 familles qui ont eu accès à ce système. Mais ça permet aussi d'alimenter la rétroaction, c'est-à-dire que les énergies renouvelables, ça ouvre plein d'opportunités pour les territoires ruraux. Ça ouvre aussi pas mal de possibilités de négociation, mais ça engendre aussi de nouveaux fronts extractifs pour pouvoir justement alimenter toutes ces nouvelles technologies en minéraux notamment. Donc, comme réflexion finale, les territoires ruraux, c'est des zones qui sont vraiment au cœur d'enjeux énergétiques qui vont retravailler des grandes questions historiques. Donc, ils sont à la fois le support de l'extraction traditionnelle, mais aussi des nouveaux fronts de conquête d'énergie renouvelable. Les revenus qui sont tirés en fait de ces nouvelles exploitations à grande échelle, généralement, elles le sont par le biais de taxes, de taxation des grandes compagnies qui ouvrent ces zones productives. Et elles bénéficient assez peu aux territoires ruraux parce que ces taxes, elles sont souvent réinvesties dans les aires urbaines où on va financer des infrastructures publiques, centres administratifs, hôpitaux, écoles, mais souvent assez déconnectées du territoire où sont installés ces grands centres de production. Donc, en revanche, les populations et les territoires ruraux vont supporter les conséquences, les impacts sociaux environnementaux. Alors, ce qui a déjà été dit à plusieurs reprises, on se rend compte que la question énergétique, elle est souvent assez éclatée au niveau de l'État central et des provinces, puisque ce n'est pas les mêmes ministères qui vont s'occuper de l'électrification rurale et du développement de ces grands systèmes productifs d'énergie renouvelable. Donc, l'ouverture de ces nouveaux fronts énergétiques sur à la fois un modèle néolibéral dont l'objectif c'est la production plus que le service donné aux zones rurales, elle va engendrer une nouvelle carte extractive en Amérique latine et elle va reposer des questions qui étaient déjà apparues avec les exploitations antérieures mais qui aujourd'hui va être re-questionnée dans un nouveau contexte de valeur donnée à cette ressource, notamment solaire et éolienne, c'est-à-dire les usages du territoire, le partage de bénéfices, la construction des réseaux et l'alimentation, enfin le service aux populations rurales, mais avec une situation initiale qui est à mon sens, beaucoup plus positive, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de grands conflits qui ont éclaté et que donc la table des négociations, elle est encore beaucoup ouverte, comme c'est quelque chose qui est en train de se construire. Les entreprises qui financent ça, elles ont tout intérêt en fait à avoir des négociations fructueuses et positives avec les communautés rurales pour co-construire en fait un territoire et trouver les solutions satisfaisantes, les plus satisfaisantes pour le développement de ces territoires. Je vous remercie. Alors, sans plus attendre, on va prendre la première question. Bonjour, Aurélie Gueldre, AFD. Alors, je m'occupe plus spécifiquement des sujets urbains, mais je suis venue par intérêt pour les sujets Amérique latine. J'avais une question pour Leonardo González concernant la situation en Colombie et plus spécifiquement ce qui se passe dans les zones PEDET, dans les zones qui étaient considérées comme les plus affectées par le conflit, les 170 municipalités PEDET. Est-ce que l'évolution est la même tendanciellement que ce que vous avez décrit
en termes de pression sur les terres que sur le reste du territoire? Est-ce qu'il y a un impact particulier de la politique Obras para Impuestos sur ces territoires-là? Voilà, comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces espaces. Merci. Sí, y hablas un poco de los PEDETs, que decías. Sí, luego del acuerdo de paz de La Habana y del acuerdo de paz de Cartagena, o del Colón, el acuerdo, fueron 2 acuerdos. Luego estos acuerdos se logró que se escogieran algunos municipios y algunas zonas para un desarrollo territorial. Se han hecho estos estudios, las comunidades y los municipios de una manera muy juiciosa, en algunas zonas, en la gran mayoría, hicieron los PDs y tienen los planes. Tuvimos un problema y es que cambiamos de presidente. Al cambiar de presidente cambiamos de política. Y cuando un problema como ese, pues, un presidente que no quiere implementar un acuerdo anterior, entonces es difícil porque para implementarlo se necesita voluntad política. Y hoy a las comunidades, a las organizaciones les toca exigir que se implemente el acuerdo, que se implemente lo de los PEDETs, que se implemente el tema de los cultivos de uso ilícito, que se implementen cada uno de los 5 temas grandes que se desarrollaron en los acuerdos. Entonces la exigencia hoy es esa, es exigir que se implemente el acuerdo. Y el tema de los PEDETs pues no se está haciendo, se están haciendo estudios, pero si no hay una voluntad del gobierno es difícil. Lo que estamos hoy en estos momentos se está capacitando a las comunidades para que tengan un mayor fortalecimiento en la decisión frente a los PEDETs, pero si no existe una mesa de negociación con el gobierno es difícil eso. Entonces ese es uno de los principales problemas. Perdón, juste para precisar un poquito mi pregunta, si había una presión específica de empresas privadas debido a esta ley de obras públicas o obras por impuesto, o si no observa una presión particular debido a esta ley. No, las empresas privadas en estos momentos no tienen y frente a esta ley no existe una mayor injerencia de las empresas privadas en estos momentos. No existe, no ven el beneficio, entonces no. Sí. Sí, no. Sí, bueno, voy a contestar en portuñol. Me gustó mucho las 2 últimas presentaciones y quería solo saber si ustedes podrían aclarar un poco más las relaciones entre estas actividades. Algunas son viejas, pero con nuevas maneras de hacer, como minería. En el caso de energía, sobre todo las nuevas formas de energía, porque hay toda una literatura bajo el tema de neoextractivismo que trabaja con estas iniciativas con la idea de que los gobiernos, muchos de los gobiernos, incluso gobiernos progresistas, como por ejemplo el caso Correa en Ecuador o mismo en Bolivia, han hecho acuerdos con estas compañías, con esas empresas transnacionales para que puedan mantener su modelo económico, o sea, extraer los recursos naturales a bajo costo, exportarlos o venderlos y con esto hacer algún tipo de políticas sociales. Entonces, me gustaría que ustedes comentasen en términos de estas discusiones que se han hecho en torno al tema del extractivismo, neoextractivismo, y si tal vez quisieran comparar eso con los debates de los años 60 de la CEPAL, de las exportaciones de productos primarios, de los déficits de los productos primarios vis-a-vis los productos elaborados. Sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, en Colombia existen tantas prerrogativas, tantas exenciones de impuestos y hay un estudio de la Contraloría General que dice que la renta minera, es decir, la ganancia que se puede tener por la minería en Colombia, es por debajo de lo que invertimos como país.
Es decir, que estamos perdiendo realmente en estos momentos en regalías y demás. ¿De dónde ganamos? De regalías y de impuestos, pero hay tantas exenciones y tantas prerrogativas, se hacen carreteras, se hacen vías. Entonces las negociaciones que tú hablas entre el gobierno y las empresas son unas negociaciones para beneficiar particulares, no son unas negociaciones para beneficiar al Estado colombiano, por ejemplo. Entonces, y eso se da en diferentes partes. Estas prerrogativas hacen que las empresas pues obviamente ganen mucho más. Existe solamente una persona en la Procuraduría, en el puerto, contabilizando qué tanto carbón sale de Colombia. Y entonces nosotros dependemos de lo que nos diga la empresa. Existen, la gran mayoría de los capitales están de estas grandes empresas en las Islas Británicas, en paraísos fiscales. Entonces no genera impuestos. La ganancia para el país en minería realmente es pérdida, no existe una contraprestación frente a esto. Y solamente frente al tema, por ejemplo, de la economía, de la energía eólica, hoy Colombia es uno de los principales puntos de foco donde puede generar energía eólica, especialmente La Guajira. Se están generando más de 20 parques eólicos en La Guajira, con un gran impacto social. Y entonces los que estamos a favor de las energías limpias, decimos es bueno la energía limpia, pero no con este impacto social tan grande, y es que están sacando del territorio a las grandes comunidades, porque simplemente con un contrato que les dan entre la empresa y la comunidad y la familia, le dicen yo aquí le voy a poner una torre y no más, pero no saben qué tamaño de torre, y tuvimos que mostrarles fotos a las comunidades de México, en donde en México cuál es el tamaño de estos parques eólicos en Coyoacán, en Coyoacán no, en el Istmo, sí, del tamaño y cómo va a quedar el territorio. Entonces, en ese momento ya las comunidades están hoy pues, muy preocupadas con la energía eólica que va a generar La Guajira. No tengo mucho más que añadir porque estoy de acuerdo. Pues en temas de energía es aún más complicado porque todavía las leyes no están hechas, es decir, se tienen que hacer. Por la minería hay como una historia previa. Por ahora la energía no hay taxación, como bien dicho, de commodities o de... Alquilan el suelo, generalmente ni lo compran y pues y es el mismo tipo de problema con la infraestructura, en que el Estado va a financiar o va a repotenciar líneas que existen para justamente con la ayuda de la empresa, pero va a meter dinero también. Oui, c'est une question à Marie sur un point spécifique. Tu as dit que en fait, tu as présenté cet exemple très intéressant de cette personne qui voudrait avoir la télévision et apparemment il y a une demande à travers ça, une demande d'État, une demande de connexion en fait à la société nationale, mais aussi dans un territoire dont je me demandais comment il est constitué, c'est-à-dire est-ce que c'est un territoire organisé, est-ce qu'il y a une collectivité locale qui est très faible et qui explique peut-être qu'il y ait cette demande d'État très forte où ça n'a pas de rapport, etc. Enfin, je voulais juste un tout petit peu de précision sur ce contexte. Et puis aussi savoir s'il y a du coup une réflexion spécifique sur, depuis les politiques publiques, sur le type de communication qu'on peut avoir à travers justement les réseaux sociaux, le téléphone portable, etc., comme politique publique, comme État, et qui tournerait aussi autour de ces politiques énergétiques. C'est-à-dire est-ce qu'il y a une réflexion d'ensemble sur le fait que les gens vont avoir l'énergie, qu'on va leur apporter, ils vont pouvoir accéder à cette énergie. Est-ce qu'il y a une politique de communication spécifique et d'utilisation spécifique par les politiques publiques de ces possibilités? Alors, court. Alors sur la communauté constituée et la demande de connexion, en fait, là, on n'est pas dans des territoires très, très isolés. En fait, tous les gens qu'on a rencontrés, ils ont vraiment des liens très forts avec la petite bourgade qui est en bas et qui est connectée au réseau. Donc, en fait,
ils sont une partie de l'année sur leur territoire isolé, ils utilisent les panneaux solaires, mais quand ils rentrent chez eux, ils vont rester 3 semaines, 1 mois, puis ils vont rentrer à la petite bourgade, ils vont avoir la connexion. Et donc pour eux, ça leur semble possible en fait de tirer un fil. Ils se disent, il n'y a pas de raison que nos compagnons du bas aient l'électricité en permanence et que nous, on l'ait que de manière... Et cette demande, alors ça c'est la Bolivie. Alors je pense que c'est aussi lié au contexte politique. Il y a des élections bientôt. Et donc pour le coup, on a vraiment ressenti sur ce travail de terrain les pour et les contre. Donc il y avait aussi une espèce de revendication politique pour montrer son appartenance au gouvernement actuel ou à l'opposition non encore bien constituée. Et sur les réseaux sociaux, non. Je pense pas qu'il y ait de réflexion là-dessus, bien que maintenant beaucoup de ministères, etc., utilisent les réseaux sociaux pour communiquer, pour avoir une espèce de propagande, entre guillemets, notamment Facebook, qui est un petit peu suivi par tout le monde. Moi, j'avais pas de compte Facebook, j'ai été obligée de m'y mettre. Donc, je pense pas que ce soit une réflexion globale, mais c'est très, très utilisé. Merci Marie, merci à tous les communicants. Nous allons faire une pause de café. Il est 11h10, à 11h20, on est tous à nouveau dans la salle. Secret espoir.